Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. La semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions de l'UEFA qui débute, mais il y a aussi la Ligue des Champions de l'AFC, la Confédération Asiatique, qui commence et qui est très attendue cette année après le très gros mercato réalisé par les clubs saoudiens. Mais au fait, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Ligue des Champions Asiatique et son fonctionnement? Donc dans cette vidéo, on va faire un peu le tour sur cette compétition. Mais avant ça, je tiens à remercier mon ami Kylian qui a répondu à toutes mes questions. Kylian, c'est un spécialiste du foot asiatique qui tient un compte Twitter et une chaîne YouTube que je vous mets en description, bien sûr. Merci à lui pour le temps qu'il m'a accordé. Et donc on commence bien sûr par l'histoire de cette compétition qui est finalement assez ancienne puisqu'il faut remonter jusqu'en 1967 pour trouver trace de la première édition de l'Asian Champions Club Tournament ou Coupe d'Asie des clubs champions. On va avoir 4 éditions jusqu'en 1971, il y a une année qui sera sautée, entre 6 et 10 clubs qui vont y participer et ces éditions vont d'abord être dominées par les clubs d'Israël qui vont notamment participer à chacune des finales et qui vont remporter 3 des 4 éditions. On a le Maccabi Tel Aviv qui gagne 2 fois et la Poel Tel Aviv qui s'impose une fois. Sauf que ces résultats, ils cachent l'impact important de la géopolitique du secteur dans les résultats, puisqu'on a notamment les clubs des nations du monde arabe qui refusent de jouer contre les clubs d'Israël, et donc ça fait qu'en 1967, par exemple, la Poel Tel Aviv qui remporte la compétition ne va jouer qu'un seul match, la finale, ils vont rentrer directement en finale, ça aide pas mal pour s'imposer. Et en 1971, on a le Maccabi Tel Aviv qui va s'imposer par forfait en finale contre le club irakien d'Al-Shorta, qu'ils avaient déjà eu à affronter en phase de poule et qu'ils avaient donc déjà battu par forfait. Ensuite, la Coupe d'Asie des clubs champions va être mise en pause de 1971 à 1984, notamment en raison des conflits militaires et politiques entre pas mal de pays. L'Israël va aussi quitter l'AFC pour rejoindre l'UEFA, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer ça que je vous mets en description. Et donc la prochaine édition de la Coupe d'Asie des clubs champions, elle a lieu en 1985-86, et elle va durer jusqu'en 2002 avec une domination plutôt est-asiatique, notamment pas mal de victoires des clubs sud-coréens, japonais, chinois ou encore thaïlandais. Au niveau du format, le nombre d'équipes va pas mal évoluer, le nombre de pays représentés également. On aura toujours une phase de groupe suivie d'une phase éliminatoire, mais avec des formats divers et variés. On a même une autre compétition qui sera créée en 1990, c'est la Coupe des Coupes asiatiques, mais qui va être supprimée en 2002. 2002, c'est une année assez charnière où en fait il y a une réorganisation un petit peu du foot intercontinental en Asie, et donc la Coupe des clubs champions asiatiques devient la Ligue des champions de l'AFC. Et donc depuis 2002, la compétition trouve son rythme et est plutôt en pleine croissance avec un nombre de pays et un nombre de clubs représentés qui est de plus en plus nombreux, un format qui bouge pas trop et que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je préfère d'abord vous parler du palmarès qui est quand même assez intéressant après 41 éditions. Je m'appuie notamment sur les informations de Kylian qui m'a donné quelques infos croustillantes, mais on peut déjà noter qu'on a 24 clubs différents qui ont remporté la Ligue des Champions de l'AFC en 41 éditions, c'est quand même pas mal. On a 43 clubs qui ont réussi à atteindre la finale. Le recordman de victoire, c'est aussi le recordman de finale perdue avec Al Hilal Football Club qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, mais qui a aussi perdu 5 finales, ça fait 9 présences en finale en 41 ans, c'est quand même pas rien. On a 10 pays qui ont déjà vu un de ces clubs remporter la compétition, avec un trio composé de la Corée, 12 victoires pour 7 défaites en finale, du Japon, 8 victoires pour 3 défaites en finale, et l'Arabie Saoudite, 6 victoires pour 10 défaites en finale, un record. Le meilleur buteur sur une édition, c'est Mouriki, mais aussi Adriano et Bagdad Bounedja, qui ont chacun réussi à marquer 13 buts durant la compétition. Et à noter qu'on a un Français qui a remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions AFC, c'est Bafé Gomis, bien sûr, en 2019, avec 11 réalisations. Avec la sortie d'Israël de la Confédération asiatique, on peut considérer que le premier club de la Confédération à remporter la Ligue des Champions, c'est l'Esteghlal Téhéran, club iranien en 1970. Et au niveau des finales, il y en a pas mal qui se sont joués en match aller-retour, mais s'il y en a une dont il faut se retenir, c'est celle de 2004, où on a Al Ittihad, club d'Arabie Saoudite, qui avait été battu à domicile 3-1 par les Coréens de Seongnam Ilhwa Chunma, qui s'est derrière imposé 5-0 en Corée dans un match retour exceptionnel et qui lui permet de remporter sa première Ligue des Champions de son histoire. Et historiquement, la Ligue des Champions AFC, c'est une compétition où il y a pas mal de surprises, notamment parce que les très gros clubs de certains pays la prennent pas forcément trop au sérieux et vont envoyer leur équipe B, voire pire, des équipes de jeunes. On a par exemple les clubs chinois qui avaient envoyé leurs équipes U19 lors de l'édition 2022 qui avaient pris des cartons dans tous les sens. Kylian m'a notamment parlé du club malaisien de Johor, qui était champion de Malaisie et qui a fait un super parcours la saison dernière en faisant premier d'une poule où il y avait notamment le champion du Japon et le deuxième du championnat de Corée, donc deux championnats assez importants. Ils sont allés jusqu'en huitième de finale ensuite. Et c'est assez paradoxal finalement parce que quand on regarde les finales des 6 dernières éditions, on a deux clubs quand même qui vont truster ces places en finale. C'est Al Hilal, club d'Arabie Saoudite, et Urawa, club japonais. Mais ça veut surtout dire qu'en fait, les quelques gros clubs qui prennent au sérieux cette compétition ont de grandes chances d'y aller loin en général.
Allez, maintenant, je peux vous parler du format de cette compétition qui n'a pas tant évolué que ça sur ces 20 dernières années. Il y a eu des modifications mineures. Et on a certaines similitudes avec la Ligue des Champions de l'UEFA, notamment sur le calendrier, où on attaque la phase de groupe maintenant, qui est une compétition qui va se dérouler jusqu'en mai. Par contre, il y a des différences assez importantes. Déjà, les 47 associations de la FCS sont réparties en deux régions. La région ouest, où on a 25 associations, et la région est, où on a 22 associations. Et ensuite, on n'a pas toutes les associations qui ont accès à la Ligue des Champions asiatiques, mais seulement les 12 meilleures de chaque région, donc au total 24 associations. Il faut savoir que les autres associations, elles ont accès à l'antichambre de la Ligue des Champions asiatiques, qui s'appelle la Coupe de l'AFC, qu'on peut considérer comme étant la Ligue Europa de l'Asie. Mais du coup, il y a certains pays qui n'ont absolument pas accès à cette Ligue des Champions asiatiques. Pour savoir qui est éligible et combien de clubs chaque pays peut envoyer en Ligue des Champions asiatiques, rien de plus simple, on regarde l'AFC Club Competition Rankings, qui est l'équivalent de l'indice UEFA en Asie. Globalement, les associations, elles ont entre 1 et 4 clubs qui sont engagés soit en phase de poule, soit en phase qualificative. En phase qualificative, qui avait lieu du coup au mois d'août cette saison, eh bien, on a un tour de qualification puis un barrage qui permet de qualifier jusqu'à 20 équipes au total en phase de groupe pour chaque région. Donc on a 40 équipes qui vont participer à cette phase de groupe. Dans chaque région, les 20 équipes sont ensuite réparties en 4 chapeaux de 5 équipes. On obtient donc 5 groupes de 4 équipes à chaque fois, qui vont s'affronter dans un format assez classique, 3 matchs aller, 3 matchs retour, donc 6 matchs au total. Et après, on a le premier de chaque poule qui est qualifié, et les 3 meilleurs deuxièmes, puisqu'il faut seulement 8 qualifiés par région. Et après ça, on a du classique, 8e, quart, demi-finale, le tout en match aller-retour, avec quand même une différence assez notable, c'est que cette séparation en région, elle est conservée jusqu'à la finale quand même. Donc ça veut dire qu'un club d'Arabie Saoudite ne peut jouer un club japonais qu'en finale et pas avant. Et ça fait partie des critiques qu'on peut émettre sur cette compétition, comme l'expliquait Kylian, puisque du coup ça fait moins de chocs possibles avant la finale, mais aussi des affiches un petit peu redondantes d'une année sur l'autre. Et moi, à titre perso, je suis vraiment pas fan de cette phase de poule avec 5 équipes, et du coup il y aura que 3 meilleurs deuxièmes. Ça crée des calculs un peu infernaux sur la fin, et puis surtout ça crée des calculs complètement bizarres pour savoir qui va jouer qui en huitième de finale, avec notamment un premier de poule qui affrontera un autre premier de poule dans une des affiches. Et donc c'est pour ça que l'AFC a annoncé récemment un nouveau format pour la Ligue des Champions la saison prochaine, en 2024-2025. On aura la Ligue des Champions Élite et ensuite la Ligue des Champions 2, qui devient en fait l'antichambre de la première Ligue des Champions en AFC. C'est une compétition, la Ligue des Champions Élite, qui va être encore plus élitiste avec seulement 12 nations représentées contre 24 précédemment. On aura encore cette séparation en régions avec donc 6 pays dans la région ouest et 6 pays dans la région est. Chaque pays pourra envoyer entre 1 et 3 clubs dans cette compétition. On aura une petite phase de qualification avec des barrages et ensuite on aura 12 clubs dans chaque région pour une phase de groupe unique, tout simplement. Un petit peu sur le modèle de la nouvelle Ligue des Champions en Europe, eh bien on aura en région ouest 12 équipes qui vont s'affronter avec seulement 8 matchs par équipe qui seront joués. Et pareil dans la phase est, donc 12 équipes dans une phase de poule et 8 matchs par équipe, tout le monde ne va pas pouvoir se jouer. Et à la fin, les 8 meilleurs de chaque équipe se qualifient pour des huitièmes de finale. Et là encore, on a des huitièmes, quart, demi-finale en match aller-retour avec uniquement une rencontre entre les deux régions à la toute fin en fait, en finale. Finalement, ça rappelle un petit peu le format de la MLS ou des compétitions américaines avec des conférences de Ouest et Est qui ne s'affrontent qu'en finale. Et je termine par une ouverture sur les clubs d'Arabie Saoudite où on peut se poser la question, est-ce que finalement avec le mercato XXL qu'on a vu en Saudi Pro League, eh bien ces clubs d'Arabie Saoudite ne deviennent pas les grands favoris de cette compétition? C'est la question que j'ai posée à Kylian. Et ce que m'a répondu Kylian, c'est que oui, les clubs d'Arabie Saoudite vont sûrement être favoris de la zone ouest où ils vont jouer, mais par contre ce ne seront pas forcément les immenses favoris de la compétition au global. Il faut savoir déjà qu'on a des limitations assez fortes en AFC par rapport au championnat d'Arabie Saoudite sur le nombre de joueurs étrangers. Cette saison, c'est 6 joueurs étrangers maximum, et ça ne va pas bouger aussi vite qu'en Saudi Pro League, je pense. Et ensuite, il faut le temps que le club s'acclimate aussi à ces mercatos assez importants, avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Si bien qu'on peut imaginer quand même qu'il y aura une demi-finale de Ligue des Champions AFC entre deux clubs d'Arabie Saoudite, mais il n'y en aura qu'un seul qui ira en finale et qui jouera sûrement un club japonais ou un club coréen très expérimenté dans la compétition, donc c'est pas garanti qu'un club d'Arabie Saoudite s'impose dès cette saison. Par contre, clairement, si la Saudi Pro League continue de mettre autant de moyens dans ses recrutements dans les prochaines saisons, on risque de se retrouver avec le cas de la Première Ligue en Ligue des Champions européenne,
qui est très souvent présente en finale et qui remporte assez souvent la compétition. Et donc j'en ai terminé avec cette vidéo sur la Ligue des Champions asiatique, son histoire et ses formats. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Encore merci à Kylian d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous rappelle le lien de son Twitter et de son YouTube dans la description. Je vous laisse avec 2 petites questions. Déjà, est-ce que vous allez suivre la Ligue des Champions asiatique cette saison? Et quels sont vos favoris? Quel est le club qui pour vous va remporter la compétition cette saison? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.